Bienvenue sur Change and Chill, le podcast où l'on parle de changement simplement. Je suis Olivier My et avec mes invités, nous explorons comment le changement peut être une force positive dans nos vies. Des histoires inspirantes avec une touche de légèreté. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Vanessa Stchogolev. Salut Vanessa, comment ça va ? Salut, très bien. On est à l'Agile Tour, ça se passe très bien. Ça se passe très bien, on est dans un petit box qu'on a réussi à nous trouver entre midi et 2. Et moi j'ai une grande fierté aujourd'hui, j'ai réussi à prononcer ton nom. Ah oui, c'est pas donné à tout le monde. Donc, et ça vient d'où ? Bravo. D'Ukraine. D'Ukraine ? Oui, voilà. Donc, vu les événements actuels, je suis d'origine, mais voilà, c'est éloigné. Ça fait longtemps qu'on est en France, tout ça. Mais il ne reste plus que 2 familles Stchogolev dans le monde. La deuxième étant à Los Angeles, il me semble. Et vous vous connaissez ? Par Facebook, il y a très longtemps. Mais on n'a pas gardé le lien, c'est très compliqué en fait. Donc, Ah oui, d'accord. Donc voilà. Bah super, vraiment ravi de t'avoir. Et est-ce que pour démarrer, tu peux te présenter, s'il te plaît ? C'est un exercice qui est compliqué. Je sais bien, c'est pour ça que je préfère être la personne qui pose la question. Donc, je vais dire que aujourd'hui, je suis agiliste. Je suis Scrum Master au sein de plusieurs équipes, on va dire ça comme ça. Et je suis heureuse de ce que je fais. Je sais pas trop bien. C'est un peu compliqué, je trouve, de répondre à ça. C'est dur à expliquer. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te passionne dans ce que tu fais aujourd'hui ? Le lien. Travailler sur le lien et sur l'avenir. Faire en sorte que les gens s'entendent mieux et donc travailler pour des meilleures relations dans le milieu du travail. Tu vois, c'est une manière de présenter la chose. Et donc, le changement est vraiment quelque chose qui fait partie de ton quotidien. Oui. Si tu devais décrire ce que le changement t'inspire, comment tu le décrirais ? Alors, je dirais que le changement, c'est la vie. Voilà, on va dire ça comme ça. Et le changement, c'est se battre contre soi-même. Se battre contre soi-même ? Oui, parce que je dirais qu'on a quand même beaucoup de biais cognitifs qui nous amènent à ne pas changer, finalement, puisqu'on est habitué à cette récurrence et à un fonctionnement qui est constant pour nous sécuriser. Donc, c'est vraiment aller au-delà de ça et travailler sur soi, travailler sur ses biais et se dire que il faut, la fameuse phrase de sortir de sa zone de confort, elle y est quand à chaque changement où on a vraiment, on parle beaucoup de petits pas et les petits pas sont bien comme les grands pas. Il faut se dire que quand on tente quelque chose, on met de côté autre chose et il faut faire le deuil de tous ces autres choix qu'on ne fera pas. Mais ça permet de grandir. Donc, moi, en tout cas, ça m'a donné la chance de pouvoir voir et de rencontrer des domaines et des personnalités très différentes. Et ça m'a beaucoup enrichi intellectuellement et émotionnellement. Donc, c'est top. C'est vrai que l'image, moi, que je donne souvent pour le changement, c'est quand on marche. Et quand on marche, on met un pied devant l'autre. Mais du coup, pour pouvoir avancer ou grandir, comme tu le décris, il faut réussir à arracher le pied derrière pour pouvoir le mettre devant. Et tu parlais de deuil. Pour moi, il y a aussi qu'est-ce que je laisse derrière pour pouvoir aller vers un avenir qui, je l'espère, est plus positif et plus joyeux. Et en fait, c'est aussi qu'il n'y a rien d'irrémédiable. On fait des choix, on pourra toujours s'en sortir. Je vois beaucoup de personnes en fait dans mon entourage qui sont extrêmement anxieuses des choix qu'elles vont faire parce que souvent c'est j'ai que ce choix-là ou ce choix-là. Et en fait, on aime bien en avoir 2 d'ailleurs. Oui, alors que finalement non, il y en a plein et que si tu prends pas ces 2 choix-là à ce moment-là et que tu fais un non-choix, le non-choix est un choix et qui va te permettre d'avoir d'autres choix après. Donc dans tous les cas, ça s'arrête pas à un moment donné. Et c'est vraiment, je sais pas si tu vois ce truc de t'as le désir d'être quand t'es au chômage, t'as le désir de retrouver du travail. Tu trouves du travail, ça y est, t'es accompli. Mais en fait, t'as du boulot et puis t'en as marre et puis t'as plus envie d'avoir du travail. Donc, et c'est à chaque fois comme ça. C'est-à-dire que tu te vises un objectif que t'atteins en faisant tel ou tel choix et au final, t'es pas complet. T'es jamais complet. Parce que tu perds cette notion de désir. Et là, c'est vraiment ça, c'est ce cheminement avec le manque, le lien que t'as en permanence de travailler et tu seras jamais complet. Donc c'est à toi de trouver en fait les moyens pour t'enrichir et puis pour être plus équilibré. Voilà, arriver à cette homéostasie qui est complexe en fait à avoir.
Bah, vu que tu utilises un terme qui n'est pas forcément connu par tout le monde, tu vas avoir le plaisir d'avoir de devoir le définir. Est-ce que le terme homéostasie, est-ce que tu pourrais le décrire de manière simple? De manière simple, avoir un équilibre dans un environnement. Donc, j'ai envie de dire, la nuit, quand on dort, notre cerveau essaie de recréer l'homéostasie pour à la fois gagner en expérience, enregistrer, mémoriser et en même temps se reposer. Donc, on a beaucoup de choses qui se font à la fois pour retrouver l'équilibre, même en termes d'hormones d'ailleurs, pour faire baisser le cortisol. Je sais pas pourquoi je suis passée là-dessus, mais en tout cas, ça te vient. voilà, l'homéostasie, c'est ça, c'est arriver à un équilibre. Et c'est intéressant parce qu'on voit souvent l'équilibre comme quelque chose qui est stable, alors que quand je prends ton exemple, c'est souvent plutôt un rééquilibrage dynamique. C'est qu'il y a plein de choses qui se passent en fait dans notre vie, c'est quelque chose qui donne la vie, comme tu le décrivais, et comment est-ce qu'on retrouve finalement une sorte de norme qui nous convient à un instant T pour pouvoir continuer à naviguer. Parce que quand on tire sur les extrêmes, forcément, on peut chavirer. Après, je pense qu'on a tous des équilibres qui sont différents en fonction aussi des pulsions, des envies qu'on a au quotidien. Il y a des gens qui ont besoin de vivre beaucoup de choses et de ressentir des émotions extrêmement fortes pour se sentir humain et vivant et pleinement conscient, et d'autres qui vont s'attarder sur peut-être une routine qui est préférable et qui leur convient mieux parce qu'elle demande peut-être moins d'émotions aussi, que c'est complexe à gérer et que on est tous différents et que c'est très bien. Enfin... C'est marrant parce qu'on est à la fois tous pareils et tous différents. Oui. Comme c'est le fonctionnement de notre cerveau, c'est ce qui est magique. C'est notre ADN. Pour moi, je trouve que c'est... Voilà, on est une espèce, mais on est tous différents. C'est quand même bien fait. C'est quand même bien fait. Ouais. C'est quand même bien fait. Tout à l'heure, tu évoquais des biais cognitifs. Oui. Est-ce que tu en as quelques-uns que tu pourrais nous évoquer et qui justement ont un impact sur la vie et le changement que les gens souhaitent opérer? Il y en a plein. Il y a plus de 200 biais cognitifs. J'invite tout le monde à aller regarder et à aller s'interroger sur ces biais. La première chose, je pense, qui est importante pour moi, c'est vraiment de rappeler qu'on en a besoin de ces biais et que sans eux, on ne serait pas là aujourd'hui, puisque ça nous a permis d'évoluer et de toujours avoir notre espèce qui est vivante. Et ces biais sont liés à la prédiction, puisque l'être humain a besoin de prédire l'avenir, et c'est pour ça qu'on est tout le temps dans ce sentiment d'urgence, et puis de se dire, dès qu'on a vécu des choses... Je sais pas, vous avez un voisin qui ne sort pas la poubelle ou fait systématiquement du bruit quand il sort sa poubelle, ça vous exaspère. Et même quand vous êtes chez vous, vous dites, c'est toujours ce voisin-là, il fait toujours du bruit. Et puis finalement, vous avez eu peut-être 3 ou 4 fois cette expérience-là, et en fait, ça va être le voisin de l'autre côté qui va vous embêter. Vous n'allez pas vous remettre en question là-dessus. Et donc ça a un nom? En gros, c'est de la généralisation, mais je sais pas si la généralisation est un biais particulier. Oui, mais et puis en plus, t'as des biais qui sont des sous-biais, donc c'est... Des biais qui sont des sous-biais. Oui. Mais comme tu le disais, donc il y en a beaucoup. Oui, c'est un biais de généralité. De généralité, ouais. Mais c'est ça qui est important, c'est-à-dire que il y a plein de choses qui font que notre attention va être réduite à un instant T. C'est-à-dire que ces biais nous aident à prendre une décision, même si c'est pas l'intégralité, comme tu parles de la généralité, au moins ça me permet de passer à l'action sur ce sujet, le cas échéant. Mais il faut juste pas oublier que c'est un biais. C'est ça. Mais il sert quand même à notre survie. Exactement. Donc, je dirais que il faut se méfier de ses premières impressions, parce que c'est vraiment, c'est trompeur. Voilà. Mais on fonctionne comme ça. Donc, doutez tout le temps. Douter avec assurance. C'est ça. Non, mais en vrai, c'est hyper important de se dire que non, les gens que tu as autour de toi, même si tu as l'effet de halo sur la première image que tu peux avoir de la personne, doute, même si c'est pareil, tu as des biais, tout ce qui est lié au comportements sociaux, on va dire ça comme ça, sur le biais d'appartenance, où tu vas aller t'as envie, t'as besoin en fait d'être dans un groupe, donc tu vas te conformer à ce groupe, tu vas choisir des gens qui vont ressembler à ton groupe, et c'est la pire des erreurs, parce que on sait que intellectuellement, pour qu'un groupe il soit, j'ai envie de dire, c'est éveillé, mais c'est pas véritablement ça, c'est qu'il produise de manière innovante en fait. Il faut qu'il y ait une pluralité de personnes qui viennent d'horizons qui sont différents, qui viennent de cultures différentes, de sexes différents. Et ça, très souvent, justement, dans tous les milieux, on le retrouve de manière différente. Et ça a été quelque chose d'extrêmement intéressant pour moi à regarder
tout au long de ma vie professionnelle. Et que je vois encore, même dans le fonctionnement des recrutements, où c'est assez marrant, où on se dit, ah là là, mais lui, c'est bon, il a fait telle école supérieure, alors c'est forcément, c'est sûr, et ça doit être un gars qui est hyper capé, tu vois. Et ouais, et il arrive là, et en fait, cette personne, peut-être que techniquement ça va, mais les soft skills ne vont pas du tout. C'est pas interagir. Et voilà. Et donc, il y aura tout un travail derrière. Mais il sort de la même école que nous. Donc, normalement, on est censé pouvoir mieux s'entendre avec. Et c'est pas faux. C'est pas faux. Mais c'est aussi la facilité. Et finalement, c'est complexe de désamorcer ce fonctionnement-là. Mais c'est vrai que de ce que j'entends, c'est qu'il y a beaucoup de réassurance. C'est-à-dire que on dit beaucoup aujourd'hui, c'est marrant parce que je le disais tout à l'heure en conférence, c'est qu'il y a d'une manière affichée, tu sais, on dit la diversité, c'est trop bien, il faut encourager la diversité et c'est un petit peu le message que tu envoies. C'est juste que moi, ce que je vois beaucoup dans les contextes d'entreprise, c'est qu'on le dit, mais par contre, ça nous arrangerait bien que tout le monde pense comme nous. Parce qu'au moins, il n'y a pas de remise en question qui est nécessaire. Et en plus, pour prendre une décision, c'est beaucoup plus facile. Parce qu'il y a un effort quand même à devoir récupérer toutes les opinions, travailler, avoir cet inconfort de la relation. Mais malheureusement, dans un monde qui bouge beaucoup, où on a besoin de toutes les parties pour pouvoir réagir et avoir la bonne action, si on ne s'appuie pas sur tout ça, c'est super difficile. Et en même temps, ça peut apporter des réponses qui sont différentes de celles que on le voit en transfo d'organisation où très fréquemment la direction prend le choix ou a le désir de mettre en place de l'agilité au sein de l'entreprise et puis elle va faire retomber sur les équipes. Ça doit être comme ça. Les équipes, elles sont pas forcément, elles voient pas la plus-value de ce fonctionnement-là. Elles ont pas été bercées dedans. Elles ont eu des fonctionnements très en silo. Il y a beaucoup d'acculturation à faire et pas que. Mais ça tombe comme ça. Et après 1 heure de formation, on leur dit vous êtes agile. Vous avez eu vos certifications, vous êtes agile. Et on voit que non, être agile, c'est un travail de tous les jours. Et encore, la fameuse notion de mindset, je peux pas dire que tous les jours dans ma vie, j'ai le mindset agile. Je travaille ça. Mais je suis aussi une femme, je suis aussi piétonne, je suis aussi et dans ces moments-là, t'as pas toujours la mentalité qu'il faut avoir tout le temps. Et justement, tu utilises le terme agile depuis tout à l'heure, et peut-être qu'il y a des personnes qui vont écouter ce podcast et qui ne sont pas dans ce domaine-là. Est-ce que tu aurais une manière de définir l'agilité à ta manière, simplement? Et pour moi, il y a 2 choses. T'as tout ce qui est manifeste agile, donc la lecture qui est vraiment liée à la base à l'univers de la tech, mais qui n'était pas destiné qu'à la tech, et le Scrum Guide qui te donne les grands principes du fonctionnement de l'agilité. D'une manière de faire, en tout cas. D'une manière de faire l'agilité. La base, on va dire, avant qu'il y ait des évolutions et tout un tas d'autres d'alternatives, concepts, d'autres concepts qui ont vu le jour après. Ou en parallèle, en vrai. En parallèle, oui. Et du coup, c'est une façon d'organiser son fonctionnement pour aller vers une plus-value tant en termes de productivité, j'ai envie de dire technique, que émotionnelle. Émotionnelle dans le genre, on va dire, plus on travaille en équipe et on commence à s'écouter. Et il y a un rôle qui est là, qui va être crucial dans le fait de s'entendre, recueillir des feedbacks, faire en sorte que cette équipe, elle avance et elle se construise ensemble. Et cette notion de co-construction et on entend autogérer après. Dans le meilleur des mondes, l'équipe s'autogère et c'est fantastique. En fait, pour moi, l'agilité, c'est tu tends vers toujours le meilleur et à ce que ton équipe s'autogère complètement et est-ce que les cérémonies fonctionnent bien, à ce que tu construises vraiment une manière de travailler, une meilleure manière de travailler, une meilleure manière de produire, de délivrer de la valeur au quotidien. C'est vrai que ce que j'apprécie dans le monde de l'agilité, c'est qu'il y a une volonté de remettre l'humain comme étant un facteur de succès des projets, des produits, des services qui sont délivrés à tes clients, je dirais. Maintenant, la réalité est un petit peu moins, je dirais... Elle est moins glorieuse. Moins glorieuse dans le sens où, malheureusement, on cherche à faire ça. Et malheureusement, je pense qu'il y a un biais, du coup. Je reviens sur le système de biais du domaine dans lequel l'agilité est promue, développée, popularisée, ce qui est le domaine de la tech, où la plupart du temps, un problème, la solution qu'on utilise est un sujet technologique.
Et on a du mal à justement avoir une dimension plus soft, interactionnelle, qui nous permet de rentrer dans, je le répète parce que c'est vraiment un thème qui me paraît super important, l'inconfort de la relation. C'est-à-dire qu'être en interaction avec quelqu'un, c'est quelque chose qui n'est pas facile de manière générale. Mais justement, tu es aujourd'hui Scrum Master et tout à l'heure tu parlais du monde du travail de manière générale. Tu n'as pas toujours fait ça. Et donc du coup, d'où tu viens? Du coup, moi j'ai fait des études en histoire de l'art. Histoire de l'art, d'accord. Voilà. Et puis après, j'ai fait ingénieur culturel. Et oui, ça existe. Alors, attends, histoire de l'art. Histoire de l'art contemporain. D'accord, contemporain. J'en profite parce que c'est un domaine et un monde que je connais pas. On apprend quoi en histoire de l'art, ouais. Les différentes périodes dans l'art, la technicité. J'avais une partie aussi sur tout ce qui était ethnologie, parce que c'était important pour moi. Tu pourrais définir l'ethnologie ? L'ethnologie, c'est l'étude des peuples, en fait, l'étude de diverses civilisations. Des cultures, donc, voilà, l'ethnographie. Ce qui a un vrai lien, en fait, avec l'organisation. Hein. Donc, c'est très intéressant de voir comment les cultures fonctionnent, comment certains préceptes familiaux ont une incidence sur comment on se développe, pourquoi il y a des cultures qui s'entendent plus ou moins bien, parce que en fait, il y a derrière toute cette culture qui est semi-identique. Donc, moi, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais... C'est-à-dire que tu faisais histoire de l'art et derrière, il y avait aussi une étude des cultures, etc. Non, on a davantage tout ce qui est lié aux différentes périodes, donc à l'évolution de la peinture dans le monde. Peinture comme sculpture, comme architecture. Hein. Et on étudie ça et on étudie les grandes évolutions. C'est intéressant parce que ça veut dire que au travers de l'art, vous pouvez aussi suivre les courants de pensée qui venaient avec, c'est ça ? C'est exactement ça. Pour moi, c'est très enrichissant de voir à quel point dans le monde, il y a, on va dire, pour l'abstraction notamment, tu as des rebonds qui se sont faits un peu partout et c'est toujours, il y a un déclic. Là, ça me fait vraiment le parallèle depuis à un moment, on s'est mis à se lever. L'être humain s'est mis à se lever. Et en fait, c'est vraiment ça. En peinture, comme dans la manière dont se comporte l'être humain, il y a quelque chose qui change. Et ça révolutionne tout. La couleur, quand à l'arrivée de la couleur, les pigments ont révolutionné la façon de voir le monde. Quand on voit l'impressionnisme, la notion de touche, de comment on perçoit, qu'est-ce qu'on veut faire ressentir. Et c'est vraiment ça, c'est tout ce travail d'émotion transférée qui est extrêmement intéressant. L'ensemble des sensibilités qu'on peut émaner autour de nous, on change globalement le monde. Oui, moi j'adore ce parallèle-là parce qu'il y a deux termes que je garde dans ce que tu évoques. Il y a le terme déclic. Donc il y a bien une impulsion qui fait que ça crée une onde dans de l'eau qui ne bougeait pas à un instant T. Et la deuxième chose, alors du coup c'est pas deux termes mais c'est une deuxième idée, c'est que on change la vision que l'on a du monde. Et effectivement, si on reprend l'exemple, donc tu parles de la peinture, mais moi en tête quand tu m'en as parlé, j'ai pensé à la télé, qui est une autre manière, tu vois, de retransférer une vision qu'on a du monde. Mais c'est vrai que quand on la voit en noir ou blanc ou qu'on la voit en couleur, il y a une sorte de complexité supplémentaire, de richesse qui est transmise, qui est vachement différente. Et derrière ça, ça me permet d'appuyer sur le fait que, en fait, un changement au départ, c'est pas qu'une question de, et je le répète de manière récurrente, mais c'est pour ça que ça résonne. Le changement, c'est pas qu'une question d'outils, de méthodes, de process, de quelle est la bonne méthode pour changer, etc. C'est quelque chose qui vient du cœur, en fait, par rapport à un besoin qu'on pense être aujourd'hui inassouvi et on se dit, il y a un horizon là qui me semble être pas mal. J'ai une sorte de lueur qui est au bout du tunnel. Et comment est-ce que j'y vais avec une conviction finalement peut-être intangible, mais qui me permet d'aller dans une aventure profondément humaine pour un avenir que j'espère être meilleur pour moi. Pour moi, tu vois, là, c'est vraiment dans les églises, tu le vois dans l'architecture. Des églises romanes, elles étaient petites. Généralement, t'as pas d'étage, avec des petites fenêtres. Mais la mentalité derrière, la volonté derrière, c'est d'être vraiment dans quelque chose de très pur et très simple pour que l'ensemble des personnes des villages puissent se recueillir simplement. Et après, il y a eu énormément de changements qui t'ont amené à la période gothique, où là, il faut que ce soit monumental. Il faut que le lieu de recueil, le lieu d'accueil du public soit à la hauteur de l'aura qu'on a envie d'émaner religieusement et en même temps du travail technique. Parce que c'est vraiment, ça offert,
un tas d'emplois à ce moment-là. Ouais, donc ça veut dire que dans un premier temps, c'était très, donc à la fois petit et sobre, Oui. c'est ça? Donc peut-être moins de détails, moins C'est ça. d'ornements Ouais. autour. Et après, c'est le total extrême où il faut, on en fait plus, on en fait trop, peut-être parfois. On a retravaillé l'architecture jusqu'à arriver à un cap où vraiment on a les plus belles cathédrales. On peut pas, enfin, aujourd'hui, quand tu vois Notre-Dame ou ailleurs, c'est magique. C'est vrai que c'est des lieux, tu veux les préserver. Il y a un caractère sacré, mais au-delà du religieux. C'est un endroit où tu peux te reposer, où ton âme se repose dans un lieu qui contextualise en fait ça, cette paix. C'est marrant, hein, comme quoi l'environnement a énormément d'impact sur notre manière de ressentir les choses. C'est-à-dire quand tu rentres dans une église, qu'on soit croyant ou pas, hein, peu importe, bah quand on rentre, il y a quelque chose qui se passe. Il y a des règles, effectivement. Il y a souvent quelqu'un qui nous dit arrête de faire du bruit. C'est ça, première astuce. C'est pas le moment. Tu ne peux pas faire ça. Tu respectes les autres. C'est ça. Ouais, non, c'est marrant. Donc, il y a des règles qui viennent dans l'environnement, mais effectivement, on reprend aussi conscience de qui on est en tant qu'être humain. Et des fois, ça nous permet aussi d'apaiser. Mais tu sais, ce qui est étonnant, c'est que tu te dis, en fait, c'est une discipline qui est à l'intérieur de l'Église et qui t'amène, en fait, à ce que tout le monde fonctionne de la même manière. Et j'ai envie de dire, finalement, est-ce que c'est pas le même fonctionnement qui devrait se produire quand tu es dans ton contexte professionnel? À savoir, vraiment avoir cette même discipline au quotidien de l'agilité de la part de l'ensemble des êtres pour faire en sorte que, justement, on acquiert en fait une maturité en termes d'équipe qui est pas forcément... Et le terme discipline me paraît super important. C'est-à-dire que, surtout dans un monde où on essaie de prêcher l'adaptabilité, la flexibilité, on oublie beaucoup que la discipline en fait partie aussi. Parce que pour être flexible, pour être adaptable et toujours répondre aux enjeux qu'on a définis au départ, dans un monde qui bouge beaucoup avec beaucoup d'incertitudes, si on n'a pas de discipline, on se perd et ça devient le bordel. Et on entend, l'agilité, c'est le fameux truc de j'ai pu changer de salle, donc je suis agile. Parce que moi, j'aime beaucoup ça. À chaque fois que c'est le bazar sans nom autour de nous, il y a des livraisons qui arrivent qui ne doivent pas arriver, enfin, chacun fait comme il veut, etc. Ah oui, mais c'est ça, être agile. Non, ça, c'est ta version de l'agilité qui n'est pas l'agilité. C'est un mot que tu mets sur une justification. Voilà. Alors oui, tu es agile, tu es souple, tu arrives à peut-être faire le grand écart, mais c'est pas ça. Non. Et c'est marrant parce que moi, dans ce domaine-là, ce que j'entends beaucoup aussi, c'est les gens utilisent le terme soit pour faire quelque chose à quelqu'un, mais tu vois, tu utilises le terme agile comme étant une force supérieure. Tu es agile, donc en gros, démerde-toi pour faire ce que je te demande, qui est peut-être pas faisable, mais c'est pas grave parce que tu es agile. Ou au contraire, pour éviter de faire quelque chose qu'on n'a pas envie, sous le biais, pareil, de l'agile. Oui, mais en agile, on fait pas ça. Donc moi, je vais pas me contraindre. Mais c'est là où on voit que les mots ont une importance. Au-delà des mots, c'est quel est le sens qu'on donne derrière le mot. Et ensuite, comment est-ce que ça façonne les conversations et donc le quotidien des gens lorsque ils sont dans ce même contexte. Mais c'est un peu ça, tu sais, ça t'impose. Le mot agilité aujourd'hui t'impose quelque chose, dans tous les cas. Et ça te ramène je sais pas si tu vois, pour les enfants, souvent, quand ils vont se brosser les dents, ils en foutent partout, et toi, t'es derrière, et puis c'est vraiment, c'est dégueulasse, pense à nettoyer l'évier, machin, etc., c'est sale. Et en fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est que quand on dit « mais tu es propre », en fait, toi, tu es propre, quand tu te brosses les dents, tu es propre. Et naturellement, l'enfant va intégrer que comme il est propre, il laisse une place propre, c'est vrai. Donc, c'est ça qui est hyper intéressant, c'est de se dire que quand tu valorises la personne et que tu lui donnes, je sais pas, la notion d'agile, aujourd'hui, c'est vraiment ça. Qu'est-ce que t'attends derrière? C'est quoi ce fameux mot pour la valeur agile? Parce qu'on voit bien que la valeur, entre guillemets, elle est utilisée par tout le monde. La croyance qu'il y a derrière, c'est comme tout. Chacun l'utilise à sa manière. Donc, dans ces sujets qui sont intangibles, c'est la plus grande difficulté. Et malheureusement, encore une fois, je précise dans le monde de la tech, mais c'est parce que c'est là où je connais un peu mieux. Mais c'est vrai que malheureusement, on n'adresse pas les bons problèmes. C'est-à-dire que on va utiliser le terme, on va rajouter plein d'outils, plein de process, et malheureusement, on en perd l'essence. C'est-à-dire que effectivement, moi, la manière dont je vois ce sujet-là, c'est que c'est une compétence que tu développes. Et vu que c'est une compétence que tu développes, si tu cherches à la développer, c'est parce que tu l'as pas forcément beaucoup, ou au sens pas conscientisé, parce que ça arrive aussi beaucoup. C'est comment est-ce que tu l'entraînes comme un muscle
et comment tu la rends pérenne dans ta vie, dans ton quotidien et au-delà de simplement 2-3 semaines. Mais en fait, on le voit quand on rappelle la première règle, on dit oui, non, mais c'est l'humain avant les process, avant les outils, en fait. Et pour moi, aujourd'hui, c'est ce qui manque. C'est tout le travail qu'il y a à faire au niveau des équipes pour gérer la dette émotionnelle et pour faire en sorte qu'il y ait une meilleure connexion et une meilleure compréhension de chacun pour en fait casser tout ce qu'on peut avoir comme image de l'autre et qui te pourrit et qui te pollue en fait ta vie au travail et en plus qui rend hyper insécure psychologiquement ton environnement, ton contexte quand t'as pas ces clés. Et je trouve ça aujourd'hui très dommage que les notions de psychosocial, très peu de personnes aient eu des cours sur ce genre de sujet. Tu veux dire de manière générale? Oui, dans de manière le générale. tronc commun? Ouais. Parce que ça te permettrait de comprendre pourquoi tu fais telle ou telle chose, en quoi ça t'impacte et de peut-être mieux réagir. Là, on a parlé des cours d'empathie. L'enfant de 0 à 3 ans, il est empathique. Et malheureusement, il perd cette empathie quand il rentre à l'école. Et pourquoi? Parce que nous, en tant qu'adultes, on a potentiellement perdu cette part d'empathie qu'il faut retravailler. Et qu'on avait pourtant quand on est né. Donc, c'est des données qu'on perd et qu'on doit retravailler. Et dans le contexte aujourd'hui, c'est ce genre de choses. Les gens devraient savoir que non, on n'est pas plus ou moins empathique, machin. Non, on l'était. Voilà. Fut un temps, on l'était. Voilà. Pour avoir travaillé dans les crèches, pour avoir vu nombre de conférences sur le sujet et être particulièrement sensible à ce sujet, voilà, on l'était. Et l'enfant avait énormément de ressources. De toute façon, on le voit, au-delà, tu vois, de la partie théorique, tu vois les enfants qui n'ont pas forcément la parole en termes de mode de communication, mais ils voient un autre enfant qui pleure, ou etc. Il y a des actions, on voit, où il y a une connexion qui se crée. Et effectivement, là où je te rejoins, c'est qu'il y a une sorte de valorisation à l'extrême de l'intellect, cette capacité à prévoir les choses, parce qu'on cherche, je sais pas si c'est étonnamment, mais à se rassurer tout le temps, à se sentir en sécurité. Donc tu parles de psychologique aussi tout à l'heure. Alors qu'en fait, non, on est une espèce qui est complexe, qui a plein d'incertitudes à l'intérieur parce qu'on est plein de paradoxes, étonnamment. Et c'est avec ça qu'il faut réussir à naviguer. On revient sur la partie diversité, etc. Mais c'est vrai que cette complexité que l'humain peut dégager à l'extérieur est très difficile à appréhender. Et parce qu'on veut toujours aller beaucoup plus vite, beaucoup plus fort, à toujours faire plus, produire plus derrière, ça veut dire qu'il y a aussi beaucoup plus de déchets qui arrivent en fait à l'extérieur, des déchets à la fois matériels, on le voit aujourd'hui, mais aussi en fait humains. Enfin, je dis pas que les gens sont des déchets humains, mais je dis juste qu'il y a des déchets au sens où, toi tu évoquais le terme dette émotionnelle, mais il y a beaucoup de choses en fait qui sont délaissées, mais alors qu'on pourrait les réutiliser. C'est le travail, tu le vois, l'empathie tout petit du tout petit, qui rentre dans le système scolaire et qui va perdre en fait cette empathie parce qu'on va privilégier l'individu sur le collectif. Et c'est ça aussi. C'est que quand on met en compétition tous les enfants, et c'est un schéma qu'on a en permanence. Ouais, effectivement. Eh ben, on arrive à ça, mais les adultes ont été aussi formés dans ce même modèle, donc du coup, ça choque pas forcément. Après, tu as des enfants qui vont être plus ou moins adaptés à ce système-là et plus ou moins sensibles à ce système-là. Et les dégâts peuvent être vraiment très importants après. Donc, le système éducatif a sa part de responsabilité aussi dans la manière dont le monde aujourd'hui est forgé. Et les parents aussi. Et les parents, du coup, aussi. Et les parents aussi. Exactement. Mais c'est complexe de te dire aujourd'hui, tu vois, à un moment donné, je m'étais dit, mais quand on est au moment du tout petit, pour avoir travaillé à la mairie de Bordeaux, au sein de la direction de la petite enfance, et d'avoir coordonné des structures, le nombre de parents qui arrivent et qui peuvent être paniqués par ce qui va se passer, en fait, pour le futur, qui sont pas préparés et qui vont lire ou pas d'ailleurs des choses sur comment on va faire pour la diversification alimentaire, pour tout ce qui est nutritionnel, biologique, physiologique en fait du développement de l'enfant, mais pas l'aspect psychologique, pas les répercussions qu'il va y avoir sur l'enfant, parce que si le modèle parental il est inadapté ou qui ne donne pas un environnement suffisamment sécure à l'enfant, quelles sont les angoisses qui vont être développées par la suite.
Ce travail-là, il devrait être fait, en vrai. On devrait pouvoir avoir ça. Parce que c'est quand même l'avenir de l'homme. Et si on ne sait pas le minimum sur le développement de l'enfant psychologique, c'est comment on fait, en fait? On devrait pouvoir avoir ces conversations-là et ramener ces sujets qui sont de l'ordre de l'expertise et des spécialistes aujourd'hui, de les ramener sur des corpus plus généralistes. C'est effectivement la difficulté. C'est un sujet qu'on n'avait pas prévu d'aborder, non, mais c'est intéressant. C'est ce que le changement nous amène aussi. C'est quelles sont les idées qui viennent, quelles sont les opportunités qu'on saisit, et c'est celle-là qu'on a saisie. Est-ce qu'on peut repartir sur ton parcours, parce que tu disais donc histoire de l'art, tu as dit ingénieur culturel. Ingénieur culturel. Tu as dit donc ça existe. Et j'avais une curiosité sur c'est quoi ça? Ingénieur culturel. Alors la mise en place des événements qui peuvent être liés aux différents arts, plus largement avec la musique, les arts vivants. Et donc, c'est comment tu prépares un événement, comment tu remplis des dossiers de subvention, où tu vas aller chercher en fait tes partenaires. Donc, il y a un côté administratif. Ouais. Et il y a le côté technique aussi de comment ça s'organise. Techniquement, tu as besoin de micro, tu as besoin de sono, tu as besoin de... Qu'est-ce que tu vas avoir sur ta scène, quoi. Donc comment tu vas préparer. c'est quelque chose que tu connais. Un peu, ouais. Un peu. C'est peut-être pour ça que je suis là aussi. C'est peut-être pour ça que t'es là, ouais. Non, mais ouais, j'apprécie beaucoup ces événements-là. Je pense que en tant que stagiaire, j'avais fait La Voix dans tous ses éclats. Donc, c'était sur le 92. Le département faisait cette manifestation-là. Et en fait, c'était hyper intéressant parce que il y avait des Malgaches qui étaient présents, qui étaient venus d'un peu partout dans le monde d'ailleurs, pour pouvoir jouer de la valia. Et en fait, j'avais eu la possibilité d'apprendre à jouer de cet instrument que personne connaît, quasiment. Ah ouais, c'est quoi? C'est un tube de bambou. Voilà, c'est plutôt bambou. Un instrument à vent, c'est ça? Non, et oui. C'est à cordes. Tu le places entre tes jambes et tu fais en fait de la harpe, si tu veux, avec tes deux mains. Ok, d'accord. Mais vraiment, ça ressemble à la harpe. Comment tu l'écris? Valiha, je crois. Ok, d'accord, ouais. Et donc, j'avais eu cette opportunité-là qui était très drôle. Et il y avait plusieurs scènes, en fait, dans La Voix, dans tous ces éclats. Il y avait des chorales, forcément, un choral du 92, la maîtrise des Hauts-de-Seine. Et donc, du coup, c'était beau. Il y avait des professionnels et il y avait un véritable partage, en fait, sur cet événement. Après, j'en ai fait plein d'autres, mais complètement différents, aussi bien dans la mode que dans des manifestations, on va dire... Est-ce que tu vois l'escrime artistique, ce que c'est ou pas? Il y a une escrime artistique? Ouais, c'est tout ce que tu vois de KPDP aujourd'hui. Ouais. C'est de l'escrime artistique. Ah ok, oui, au sens pas compétitif, voilà. Mais pour le spectacle, quoi. Voilà, c'est ça. Okay. Et donc du coup, j'ai pu aussi organiser ce genre d'événement. Donc c'était marrant, voilà. Mais donc là, on n'a pas comblé les trous entre ingénieur culturel et Scrum Master aujourd'hui. Et donc il y a un moment donné, tu te dis, je vais faire autre chose? À un moment donné, je me dis, durant mes études d'art, j'avais du coup eu la possibilité aussi d'avoir un petit bagage de psycho. Et je me suis dit... Donc en parallèle. Ouais. Et après avoir fait la gestion des conservatoires, entre guillemets, sur Grand Paris Seine-Ouest, j'ai fait donc du coup, je sais plus, 4 ou 5 ans là-bas. Et j'ai envie de reprendre des études et puis j'ai envie de changer d'endroit parce que pareil, j'en ai marre. Donc là, t'étais dans le 92, tu disais? Ouais. J'étais dans le 92 et je suis descendue sur Bordeaux. J'ai repris des études, ressources humaines et psychologie des organisations. J'ai passé mon DU à Bordeaux 4, là. Et puis, suite à ça, j'avais besoin de valider mon diplôme. Et donc, j'ai été prise à la mairie de Bordeaux pour faire de l'accompagnement au changement au niveau de la direction de la petite enfance. Donc là, on reboucle un peu sur ce que tu disais tout à l'heure. Ouais, ok. Et du coup, j'ai fait ça pendant 1 an et demi. Et après, on m'a dit, il faut que tu coordonnes. Est-ce que ça te tente, du coup, de coordonner une partie des structures petite enfance? Je dis, allez, on y va. Et sur ma dernière année à la mairie de Bordeaux, j'ai tenté d'impulser des petites bribes d'agilité avec des rétros, avec la mise en place de délits qu'on appelait des mêlées, pour le coup. Au sens littéral, voilà. Initial, en tout cas. Ouais. Et du coup, on avait ces moments-là qui étaient quand même porteurs. On a pu faire un squad health check pour vérifier la santé de l'équipe après la Covid, parce que pour nous, ça a été quelque chose d'extrêmement difficile à vivre. On a perdu aussi des personnes durant l'épidémie. Au niveau du personnel, ça a beaucoup marqué. Mmh. Là, ils ont vraiment... Je pense que pour tout le monde, quand tu es face à l'urgence vitale, là,
Il y a une autre manière de penser les choses et d'être Il y a un mouvement réactif. qui est assez effectivement impactant rapidement. Ouais. Ouais. Et donc, suite à ça, j'avais un pendant aussi lié à tout ce qui était communication, logiciel et numérique. Et je faisais tout ce qui était partie test recette pour voir si notre éditeur de logiciel avait bien rempli toutes les clauses qu'on avait demandées. Et j'ai trouvé que c'était intéressant. Mais ce qui m'intéressait plus, c'était de pouvoir, au-delà de proposer des évolutions sur le logiciel de gestion des structures de la petite enfance, c'est pouvoir comprendre comment ça se faisait, en fait, techniquement derrière. Ok. Donc, tu as une curiosité quand même sur comment ça se passe derrière le rideau. Ouais, toujours. Et donc, je me suis dit, allez, je vais voir si je peux pas aller faire d'abord de la gestion de projet dans le milieu de l'informatique. Donc là, tu es en train de parler d'une transition. Avant qu'on fasse cette transition-là, donc on a commencé à aborder quelques termes un peu jargonneux, mais il y en a un en particulier que j'aimerais bien qu'on réexplique. Et surtout, je suis curieux de savoir comment ça s'est passé. Tu utilises le terme rétro, d'accord? Donc rétro pour rétrospective. Est-ce que déjà tu peux nous rappeler l'idée et potentiellement est-ce que tu peux nous rappeler, en tout cas nous raconter une petite anecdote de comment ça s'est passé quand tu l'as fait? Alors, ce qui était intéressant, c'est que étant donné qu'on n'a pas l'ensemble des cérémonies dans ce fonctionnement-là de la mairie, et de la petite enfance, on fonctionnait davantage au niveau des directrices avec qu'est-ce qu'on avait à faire sur le mois, la charge que ça représentait, là où on a réussi à matcher et à faire en sorte que ce soit donne, et là où par contre ça a été un carnage, quoi. Et donc durant cette rétro, on évoque tout ça. On évoque ce qui a marché, ce qui a moins bien marché et qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place pour la suite. Et l'équipe va choisir aussi les sujets où vraiment c'est critique et il faut y aller, quoi. Qui était invité? Sur mon territoire, les directrices qui faisaient partie du territoire étaient présentes. D'accord. Et du coup, sur les réunions qu'on avait, se sont progressivement transformées de cette manière-là. Et donc, pour moi, c'était un vrai moment parce que ça te permet de prendre le pouls aussi de la réalité sur le terrain. Et puis, la vraie valeur, c'est toi, tu vas aller retransmettre à la direction la réalité, les complexités et réajuster, en fait. Et comment les gens ont vécu ce moment-là? Parce que c'est pas un moment qui est productif en soi. Très bien. Sincèrement, c'est un moment où on se pose et on réfléchit. Et finalement, si, on produit. Et ils ont pu le voir, puisqu'à la fin, tu as quand même ton compte-rendu qui est fait avec tes actions qui sont données là où tu veux aller. Et tu t'en resserres à la fois d'après pour voir où tu as réussi, où t'as pas, voilà, c'est pas ouf. Mais c'est ça qui est quand même hyper intéressant, c'est que si tu produis, mais tu produis d'une autre manière, tu produis de la qualité humaine, parce que tu es vraiment dans l'échange pur, je dirais, où chacun est libre d'exprimer ses doutes, ses réussites, et en fait on s'en parle concrètement. Des choses les réussites, c'est quelque chose qui est très compliqué. Culturellement parlant, en tout cas, Culturellement, ouais. Mmh. Et là, du coup, c'était intéressant de pouvoir dire, ok, on fait juste une pause là-dessus. Finalement, vos victoires sur ce mois ou même sur cette semaine, professionnellement, c'est quoi? Ça te met un vrai moment de doute. Et finalement, c'est les unes les autres. Elles se sont dit, mais si, toi, t'as fait ça. Et mais oui. Et ça donne vraiment quelque chose de porteur et de dynamique pour la suite. Donc, Et c'est ce que je trouve très intéressant dans ce que tu dis, c'est que quand je disais que c'était pas productif, c'est que c'est souvent ce qu'on entend. Quand on met en place ce genre de moment-là, c'est un moment pour réfléchir. Et donc, si vous réfléchissez, c'est que vous produisez pas, au sens delivery, de services, de produits. Et j'adore la manière dont tu l'as exprimé, c'est qu'effectivement, ce que tu es en train de faire, donc toi tu parles de qualité humaine ou relationnelle, moi effectivement, la vision que j'en ai, c'est que c'est un petit peu comme quand tu fais un entretien d'une voiture. Même si j'aime pas trop l'image mécanique, mais c'est le seul qui me vient à l'esprit. Mais si tu fais pas d'entretien à un moment donné de ta voiture, lorsque elle va tomber en panne, ça va être une grosse panne. Et c'est pareil dans une organisation, comme un organisme vivant au sens général. Si tu fais pas de check-up à un instant T, en fait le risque il est encore plus grand. Ce qui est culturellement vachement intéressant, c'est marrant parce que je discutais hier avec un collègue qui est fan du Japon, où je pense de l'Asie de manière générale, c'est un concept qui est à peu près dans ce coin-là, c'est les médecins. Et culturellement parlant, en France, on a tendance à aller voir le médecin quand on est déjà malade. Donc c'est déjà trop tard, entre guillemets. Et on paye le médecin pour qu'il nous offre
je sais pas, une solution à notre problème, quoi. Alors qu'en Asie, ils sont payés parce qu'on n'est pas tombé malade. Parce que toutes les actions qui sont mises en œuvre sont des actions de prévention. Et je trouve que culturellement parlant, c'est vachement intéressant de l'avoir en tête. Parce que quand tu proposes un temps qu'on l'appelle rétrospective ou pas, d'ailleurs, c'est un temps où on fait une pause pour se regarder dans le blanc des yeux et faire acte en toute humilité de voilà ce qu'on a réussi, voilà ce qu'on n'a pas réussi, voilà comment ensemble on pourrait faire mieux. Qu'est-ce qu'on fait? On resserre les liens des personnes entre elles, on leur offre un espace où elles peuvent se dire les choses pour ensuite créer une relation qui sera probablement plus efficace dans le futur. C'est juste que c'est un investissement qu'on fait dans le temps. C'est ça. Et en fait, je pense que la plus grosse erreur qu'on voit pour moi, je la vois vraiment régulièrement. Tu penses court terme. Et en fait, malheureusement, tu fonctionnes pas bien comme ça. Et c'est vraiment, qu'est-ce que tu veux à moyen long terme? Et c'est toujours, tu t'entends, t'as un conflit avec quelqu'un. Ok, qu'est-ce que tu veux à moyen long terme? Là, t'es énervé, t'es en colère, les émotions montent. Ok, il y a quelque chose qui ne te va pas, qui ne te correspond pas. T'as besoin d'en faire part. Oui, mais la manière dont tu vas en faire part, ça va potentiellement nuire plus ou moins à la relation que tu vas avoir à moyen, à long terme. Qu'est-ce que tu souhaites en fait? Soit te décharger et puis voilà. Ça fait déjà du bien. Oui, et pourquoi pas? Ok, pas. Si tu veux détruire le truc ou que ce soit plus compliqué pour l'avenir, alors vas-y. Mais c'est la dette que tu vas avoir pour l'avenir. Et pour moi, c'est ça. À chaque fois que tu as un conflit dans une équipe, qu'il est latent, qu'il n'est pas traité, tu auras de la dette émotionnelle à gérer. Et finalement, l'équipe qui va péter complètement et qui ne se supportera plus, tu l'as pas traité, t'as pas vu. Et c'est tout, pour moi, le travail du Scrum Master aussi. C'est de faire attention à ça, aux détails, aux échanges. Là, quand il y a beaucoup d'écrits maintenant, puisque le remote, du coup, amène ça. Beaucoup d'asynchrone, effectivement. Voilà. Et du coup, en fonction de la sécurité de la personne, tu ne vas pas lire la phrase de la même manière. Si tu es une personne anxieuse et que la personne te dit, OK. Ah, il a écrit OK, avec un point derrière. Et surtout, le point est terrible. Hein. L'interprétation, c'est... C'est très sec, d'ailleurs. Oui. Et en plus, c'est écrit en majuscule. Alors, la majuscule, là, t'as un point de non-retour. Mais c'est hyper intéressant à voir, parce que tu te re-questionnes. Et je vois souvent des gens qui s'écrivent et puis ça dérape sur Teams ou sur Slack ou peu importe. Et par contre, quand tu suis la conversation à l'extérieur, tu vois le moment où c'est en train de déraper. Et du coup, ton rôle, c'est aussi de dire, là, tu colles une vignette, tu dis, appelez-vous, réglez ça, parce qu'en fait, ça n'a pas lieu d'être. Vous êtes en train de monter dans les tours, vous comprenez pas, prenez le temps. Mais ça implique ce que tu disais tout à l'heure. Ça implique d'aller dans l'inconfort de la relation. Ouais. Voilà. C'est pour ça que c'est un terme que j'utilise beaucoup maintenant, parce que je me rends compte que les relations, de manière générale, c'est pas facile. Pour beaucoup d'entre nous, donc je dis pas tout le monde, parce qu'il y a des gens qui sont très à l'aise avec, mais moi, par exemple, interagir avec les gens, il y a toujours une difficulté parce qu'il y a plein d'interprétations de modèles de mon monde à moi projetés sur les autres, interprétés par la multiplicité des signaux qu'on peut voir. Mais c'est super dur. C'est pour ça que aujourd'hui, je trouve que vraiment avoir des gens qui font de la facilitation, de l'accompagnement, qu'on appelle coaching, consulting, peu importe, mais des gens qui portent leur attention sur les processus humains qui sont en cours, c'est super important. Malheureusement, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas suffisamment valorisés pour vraiment en faire quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, on va dire, oui, mais ils produisent quoi, vraiment? Exactement. Et factuellement, ils produisent quoi? Alors, on va faire des KPI là-dessus. Non, mais c'est difficile, hein. De manière générale, c'est tout un autre sujet qui n'est pas évident à aborder dans le monde du changement et de la transformation. C'est comment est-ce qu'on réussit à le suivre. Parce que le besoin est réel de pouvoir suivre un changement parce que tu as investi de l'argent, tu essaies d'avoir des résultats. Maintenant, il faut arrêter de faire des conneries, quoi. Et mesurer n'importe quoi pour je ne sais qui, probablement un management X ou Y, quoi. Mais tu le vois sur la semaine des 4 jours, quand tu dis tu veux prendre soin de ton équipe et que tu leur permets de passer sur la semaine de 4 jours et que le taux de productivité, il augmente. Et finalement, ils reviennent pas en arrière. Les entreprises qui ont fait ça en Europe, même ailleurs d'ailleurs, parce que même aux États-Unis maintenant, il y a quand même de très très bons retours sur ce sujet. Donc si, il y a un gain. Là où nous, on en est encore à se dire, plus on fait d'heures et plus on est productif. Non, et on les voit dans les pays qui fonctionnent le mieux sont ceux qui travaillent finalement en termes de durée le moins. Les pays nordiques sont les premiers et pour autant ils travaillent moins longtemps que nous.
Je pense que la difficulté de cette vision-là, c'est que, il y a une volonté de toujours produire plus et d'essorer au maximum pour que ce soit soi-disant plus rentable, associé à la vision qu'on a des travailleurs qui sont des roues dans un système plus grand d'une machine, et on oublie que les gens, c'est pas des robots. Oui. Effectivement, si c'était une machine avec chaque personne qui est un rouage du mécanisme global, j'aurais envie de dire, pourquoi pas, c'est comme ça que ça marche en fait, les machines d'ailleurs. On huile un peu, on accélère, et puis on essaie juste que ça chauffe pas trop. Mais justement, même les machines, ça chauffe à un instant T. C'est juste qu'en tant qu'être humain, il y a une sorte de laps de temps incompressible dont on a besoin pour pouvoir se reposer, parce que souvent, d'ailleurs, dans le monde de l'informatique, mais dans d'autres mondes intangibles, je parle, il y a un aspect créatif qui vient derrière. Et malheureusement, c'est pas en forçant plus fort la créativité qu'elle vient. C'est d'ailleurs pour ça que souvent, dans les systèmes créatifs, la résolution de problèmes, par exemple, c'est quand qu'on le trouve, c'est sous la douche, oui. Quand on est en train d'écouter la radio, quand tu fais autre chose, que tu es dans un aspect de détente, pas sous pression, qui te permet d'ouvrir des vannes que tu n'as pas pu ouvrir avant. Mais c'est exactement le même fonctionnement que pour les enfants. Tu vois énormément de parents qui remplissent l'agenda des petits pour te dire « mais ils font un maximum de choses, il est hyper éveillé, tout ça ». En fait, ce qui est important, c'est aussi que ton enfant, il apprenne à ne rien faire. Parce que le moment où il ne fait rien, selon toi, l'enfant ne fait pas rien. L'enfant est en train de créer, l'enfant imagine des choses. Et donc, c'est un espace qui est extrêmement important à préserver. Et donc, être tout le temps dans l'occupation, c'est finalement abîmer une future partie de lui. Et il faut respecter, en fait, ce moment où lui, il est en train de regarder par la fenêtre. Parce que quand toi, tu le vois regarder par la fenêtre, il fait pas que ça. Et t'as envie qu'il fasse plein de trucs parce que comme ça, c'est bien, quoi. Il est dynamique, il est tonique. Ça, vraiment, il y a quelque chose de visible quand tu vois les gens faire quelque chose. Alors qu'en fait, à l'intérieur, il se passe des choses. Les gens sont en train de rêver. Les gens sont en train de réfléchir à quelque chose qui pourrait être l'idée qui leur permet de s'épanouir dans le monde. Mais ça se voit pas. Mais on en revient à la productivité, en fait. Exactement. Sauf que c'est une autre manière de produire. Mais comme c'est pas palpable pour quelqu'un qui est à l'extérieur, du coup, l'absence de concret fait que ça n'a pas lieu véritablement d'être ou d'être respecté, tu vois. Je sais pas exactement là-dessus, mais c'est dommageable. Mais je te rejoins, parce que ce côté intangible fait qu'on n'arrive pas à s'appuyer sur quelque chose. Et donc, vu que c'est pas, comme tu le disais, concret, tangible, on a l'impression que ça n'a pas de valeur. Mais je pense que c'est la difficulté véritable du monde du changement, du monde de l'occupation et du monde de production de valeur. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, dans beaucoup d'entreprises, ce qui est valorisé, c'est le temps que tu passes à faire quelque chose, mais pas la valeur que tu produis. Mais est-ce qu'on en parle du fait que ton attention, elle va baisser après 15 minutes ? En tout cas, on en parle. Après, est-ce qu'on en prend compte ? Ça, c'est encore autre chose. Neurologiquement, il est impossible que tu fasses une journée de 7 heures non-stop, même en te faisant tes 2 pauses de 10 minutes, tu vois, je veux dire, ou de 8 heures, peu importe ce que tu fais comme horaire. Tu ne vas pas produire sur l'ensemble de la journée de la même manière. Ah bon, tu le fais pas, toi ? Non. J'ai arrêté cette utopie depuis bien longtemps. Et heureusement, parce que du coup, je pense que tu satures et que tu finis en burn-out quand c'est ce genre de situation. T'es pas fait pour ça. On n'est pas fait pour être en permanence sollicité au même niveau d'attention. On ne peut pas le faire. Donc, c'est comme le multitasking. Exactement. Il y a une belle illusion derrière ça. On a l'impression d'être particulièrement occupé et que ça va nous aider à produire plus, mais en fait, on est juste en train de cramer. Oui, et on perd du temps. On perd du temps, en fait. On perd du temps parce que tu te déconnectes, tu dois te reconnecter, tu dois te remettre à réfléchir, tu dois te redéconnecter, et du coup, c'est tout le temps, finalement, tu perds du temps. Mais c'est vrai que ça me fait penser que, en tant qu'être humain, il y a une vision que l'être humain est un peu l'espèce supérieure à la nature, tu vois, le côté, nous, on a la capacité à réfléchir, blablabla, alors qu'on est les meilleurs pour nous détruire nous-mêmes, ce qui est quand même assez marquant. Et en même temps, on est l'espèce qui a cette capacité à croire plus en l'illusion qu'en la réalité. C'est beau. En tout cas, c'est la réflexion que je me fais là, à l'heure actuelle. C'est-à-dire que on peut avoir tendance à croire plus à ce que l'on veut croire qu'à simplement se contenter de en fait, on est capable de faire ça. Alors, je vais tempérer un peu la chose. C'est-à-dire que on a eu la capacité à rendre des rêves réalité. Par exemple, typiquement, le premier qui me vient à l'esprit, c'est « Ok, je vois les oiseaux, ils volent. Comment est-ce que nous, on peut voler ?»
Donc, il y a plein de gens qui ont essayé des choses. Il y a des gens qui sont plus là parce qu'ils ont essayé la mauvaise chose. Mais effectivement, aujourd'hui, on peut naviguer et on a créé quelque chose qui nous permet d'avoir cette compétence de nous déplacer en vol et accélérer les choses. Par contre, on n'arrive pas à accepter dans le même temps qu'on a des limites. Et du coup, le fait de ne pas accepter certaines limites, on peut avoir tendance, sous l'égide du progrès ou j'en sais rien, de tirer trop sur la corde. Et j'ai l'impression, en tout cas, c'est mon avis à cet instant T, que l'être humain, c'est comme un élastique. C'est-à-dire que l'élastique, il a une sorte de tension normalisée, quoi. C'est-à-dire qu'on peut l'étirer d'une certaine manière et ça reviendra à la fameuse homéostasie. Ça reviendra à un niveau qui est stable et qui est acceptable pour la personne. Par contre, à force de tirer, souvent il y a 2 aspects qui peuvent arriver. C'est soit ça pète, et c'est là qu'on le voit aujourd'hui, il y a énormément de burn-out, énormément de dépression derrière, soit ça revient jamais. Ça n'a pas pété, officiellement, mais ça revient jamais à la taille initiale. Tu sais que quand ça a pété, ça revient pas non plus. Alors c'est sûr, tu peux plus revenir. Non, mais dans tous les cas, quand il y a eu une vraie saturation, ça t'amène toujours à avoir un gros changement ou un vrai changement parce que tu vas prendre le temps. Tu vois, cet arrêt finalement qui va arriver parce que tu es au bout. C'est qu'il y a une brutalité dans le changement. C'est-à-dire que la différence que j'y vois, c'est que il y en a un qui est de l'épuisement où on voit pas de manière visible que c'est nécessaire de changer, donc on peut avoir l'illusion que ça va s'arranger dans le futur. Et il y en a un où ça fait tellement mal que, grosso modo, il y a quelque chose à faire, quoi. Sinon, il y a un aspect vital qui est aussi mis en jeu. Mais c'est extrêmement compliqué de se poser finalement en face de soi-même et puis de se dire de pas être dans le déni en fait. Parce que c'est là encore, on est dans un confort de l'inconfort. Tu l'adores. Hein. J'ai aimé le clin d'œil en tout cas, oui. Non mais sincèrement, et tout le monde n'a pas forcément cette envie de prendre du recul sur lui et de se dire je vais évoluer ou je vais changer ça. On disait, je sais plus, là il y a une conférence où j'ai été sur le leadership. Et du coup, c'est prenez conscience de là où vous en êtes pour pouvoir après évoluer. Comment ? En fait, c'est une vraie question. Hein. L'introspection est extrêmement difficile. Ouais. Et de se dire, alors moi, dans ma tête, c'est OK, on va utiliser le co-développement parce que ça nous permettra quand même de peut-être travailler plus facilement, en fait, là où moi, je ne vois plus les biais que je peux avoir ou un mauvais positionnement qu'une autre personne va pouvoir me renvoyer très facilement, par contre. Ça, je pense que c'est ce qui est merveilleux dans les relations humaines. Quand toi, t'es persuadé d'avoir fait les choses correctement et qu'on te dit, non, mais là, regarde, t'as fait ça de cette manière-là, t'aurais pu le faire d'une autre manière et ça aurait été vraiment beaucoup mieux pour le collectif et pour toi-même. Mais sauf que toi, t'es tellement dedans que ça te passe au-dessus. Et l'autre aura aucune pitié pour te... Enfin, non. Je veux dire que c'est toujours plus facile d'aller critiquer l'autre que de voir pour soi-même. C'est marrant parce que ça me fait penser à vraiment plusieurs aspects. Le premier, c'est une image que je donne beaucoup aujourd'hui, qui est les yeux, ça permet de regarder à l'extérieur. Et du coup, c'est normal, sous cet angle-là, qu'on ait du mal à se regarder soi-même à l'intérieur. Donc ça, c'est un premier aspect. Et le deuxième aspect, c'est que vu qu'on regarde vers l'extérieur, c'est beaucoup plus facile de voir les autres en train de faire des choses. D'où le fait que quand on se regarde, par exemple, en vidéo, c'est extrêmement dur parce que on se heurte à une réalité brutale. C'est pour ça que ça refait une résonance avec on préfère des fois l'illusion à une certaine réalité. Qu'est-ce qui fait qu'on a du mal à entendre sa voix, à se voir parler ? Parce que on voit vraiment ce que les gens voient et c'est peut-être pas l'image qu'on a de nous-mêmes à cet instant. C'est une forte critique. Et puis qu'est-ce que t'attends de toi aussi ? Tu vois, tu peux te mettre la barre extrêmement élevée et dire oh là, j'aurais pu répondre ça aurait été tellement plus intelligent ou plus moi, sauf que t'es pas là-dedans quand on te pose la question. Et c'est toujours plus facile a posteriori d'avoir les réponses. Tu sais, c'est comme tu te fais agresser dans la rue, et tu sais pas quoi répondre, et puis t'es sidéré en fait. Et puis après, j'aurais dû lui dire ça, j'aurais pu lui faire ça. Même les autres qui viennent, ils vont dire mais t'aurais pu faire ça, c'était évident. Ça, les conseils non sollicités, voilà. C'est encore mieux. Ouais. Ou il y a qu'à Faucon. Il y a qu'à Faucon, c'est les meilleurs. Je pense que on a tous eu ça et c'est complexe de se heurter à ce type de jugement aussi et puis dire mais ça je le prends, ça je le prends pas, tu vois. Exactement, c'est pour ça que la dimension de l'intellect est toujours mise en avant et on le voit aussi sur les réseaux de manière générale parce que les gens tapent
Donc en fait, ce qu'ils écrivent, c'est souvent plus de l'intellect, des idées, tout paraît évident quand on l'écrit. Par contre, il y a toujours une différence avec qu'est-ce que tu vis sur le moment et qui fait que des fois, tu n'arrives pas à connecter à ton cerveau, ou si tu y connectes, qu'est-ce que tu veux vraiment faire à ce moment-là, quoi. C'est pour ça que tous les systèmes autour de apprendre à dire non, etc., c'est qu'il y a bien une connexion entre le rationnel et l'émotionnel que tu es en train de vivre, l'image que tu as de toi et tout ce qui vient avec. Du coup, sur le chemin, on en est où? Parce que donc là, on a été histoire de l'art, ingénieur culturel, tu commences à te former autour de l'organisation. Ouais. Tu commences à injecter un petit peu d'agilité que tu as découvert d'une manière ou d'une autre au travers de ces études-là. Est-ce qu'on y est là à peu près au niveau de cette bascule Scrum Master ou pas encore? Parce que tu parlais d'une transition, je ne sais pas si c'est celle-là ou pas. Alors, je pense que à ce moment-là, je sais que j'ai envie de travailler tout ce qui est transfo organisationnel, comme je l'avais pu le faire sur la petite enfance, mais d'une autre manière en fait. Et je me dis que dans le domaine public, ça va être extrêmement compliqué à mettre en place. Et donc pour moi, il faut partir dans le privé. Dans le privé et dans la technologie, parce que c'est quand même plus pratique et plus facile à faire, puisqu'il y a une acculturation qui est quand même déjà un peu présente. Ouais, c'est qu'il y a un terreau déjà dans lequel tu sais que tu vas pouvoir... Ouais, même si c'était franchement hyper drôle la dernière année de pouvoir tenter des choses à la petite enfance, sincèrement, c'est voilà. Bon, après, je ne sais même pas si ça a continué, parce que voilà, il y a une dynamique qu'il faut maintenir, j'espère, mais je sais pas. Et donc, j'ai eu l'opportunité, on va dire ça. On m'a proposé un poste dans une ESN, et puis j'ai fait ok. Mais c'était de la chefferie de projet. Ouais. J'étais encore bien loin de ce que j'avais envie de faire. Le pendant, c'était qu'on pouvait mettre en place des ateliers, qu'on pouvait transférer de la culture et faire des tests au niveau de l'agilité sur certaines journées, en fait. J'ai trouvé ça très intéressant et ça m'a donné l'opportunité de faire des expériences. Oui, c'est ça. Donc, tu as eu un cadre exploratoire possible, oui, malgré le fait que voilà, le job en lui-même n'était pas censé être directement ce que tu voulais faire. Ouais. Voilà. Et par la suite, j'ai changé et puis je suis arrivée chez Obel, qui est aussi une ESN, mais dans laquelle je me situe bien. Donc, tu étais déjà dans une ESN avant, c'est ça? Et là, tu as changé encore? Ouais. C'est ça? Ouais. Et qu'est-ce qui a déclenché le changement? C'est parce que le contexte ne correspondait plus, l'opportunité a fait que tu as voulu changer? Il y a eu un changement organisationnel qui était très important et qui me semblait vraiment une grosse nuisance pour l'ensemble des collaborateurs. Il y a un mal-être qui est arrivé qui était vraiment généralisé et je pense que c'était plus approprié. Je pouvais pas rester en termes de valeur. C'était vraiment ça. Là, on abîmait les gens. T'as pas la main en fait pour pouvoir changer les choses. Ça, ouais. Non. Et je voulais pas rester dans ce fonctionnement-là. Ok. Et donc les choses ont fait qu'avec en plus cette opportunité-là, tu t'es dit ok, oui. je bouge. Ouais. Et donc après, j'ai changé et je suis arrivée chez Obey. Donc ça te correspond mieux, tu disais? Ça me correspond mieux, ouais. Alors j'ai quand même à la base extrêmement mauvaise image des ESN pour ce que ça dégage. Voilà, pour ce que ça dégage et puis pour le côté quand même, j'ai envie de dire, ça fait référence aux pirates de ce matin, mais l'esclavagisme. C'est marchand de viande, hein, voilà. souvent ce qu'on dit. Mais je trouve un côté qui est quand même très à l'écoute parce que c'est pas très grand Obey sur Bordeaux, donc il y a cette dimension qui permet encore d'avoir des vraies connexions avec les gens et je trouve ça plutôt sain. Voilà. Et j'aime bien cette dynamique-là. Donc là, l'idée, c'est de monter un pôle aussi agile, spécifique. Donc, on va voir ce qu'on va pouvoir mettre en place, tu vois. Je sais pas encore. C'est encore récent, hein. Tout à fait. De ce que je comprends. Ouais, c'est récent. Mais par contre, on sent que au moins tes valeurs, tu peux les exprimer dans cet environnement-là, à l'heure actuelle. Ouais. Et de toute façon, c'est la meilleure des choses. Après, de toute façon, il y a des choses sur lesquelles tu n'as pas la main. Autant évoluer et contribuer de la manière dont tu peux. Et je pense que j'ai appris à pas prendre tout et n'importe quoi. Même en cas de grosses difficultés financières, je préfère prendre le temps et je suis vraiment ça fait écureuil quoi, mais je prépare toujours à l'avenir, donc j'économise et je garde ce que je peux pour pouvoir me dire ok là ça peut arriver, dès que j'ai envie de changer ou quoi, faut que je prépare ce terrain-là et ne pas être sous la coupe de t'as pas le choix en fait, il faut que tu fasses un job alimentaire, non. Mais en fait c'est une très belle capacité, une très belle compétence que tu décris là, en tout cas c'est la manière dont je le perçois, qui est l'exigence. Mais pas l'exigence extrême au sens où il faut que tu aies le truc idéal, en tout cas c'est pas ce que j'ai entendu, mais au moins qu'il y ait certains critères
qui sont importants pour toi, qui te permettent de pas te perdre? Il y a des indicateurs en fait pour moi. Donc si tu te sens à l'aise avec les gens, déjà avec le staff managérial, on va dire, de l'entreprise, c'est bien. Ce qui m'a particulièrement touchée, en tout cas moi, c'est qu'ils ont vu, en tout cas qu'il a vu, je dirais Grégory, comment me vendre alors que je ne sais pas le faire. Et qui m'a appris en fait à le tourner d'une autre manière. Tous les apprentissages que j'ai et à pas me noyer, on va dire, dans ah bah oui, mais t'as pas fait de technique au niveau de l'IT précisément, t'as pas fait ci, ça, et donc ça coche pas les critères, quoi. Il m'a dit bah si tu les, sauf que tu sais pas comment l'aborder. Et en fait, j'ai trouvé que c'était très bien et souvent, tu vois, ça t'évite d'avoir l'angoisse la période du recrutement. Exactement. Même quand t'es freelance, où tu dois aller dire à ton client, je vais pouvoir vous apporter ci, ça, machin, nana. C'est pour ça que ce que je trouve super dans ce que tu décris, c'est que aujourd'hui, plutôt que de rentrer dans une case, en fait, il y a un paradoxe entre on veut des gens différents, on veut accepter la diversité et en même temps, encore une fois, on veut se rassurer avec des certifs, des expériences techniques parce que encore beaucoup de gens voient l'agilité comme étant technique. Bon, c'est un autre sujet. Mais derrière ça, ce que toi tu as vécu et qui fait aussi, de ma compréhension, que tu t'y sens bien, c'est qu'on respecte qui tu es aujourd'hui et c'est un business d'une certaine manière, donc il y a une notion de vente, mais ce que tu vends, c'est pas une fausse promesse. Ce que tu vends, c'est toi en tant que qui tu es, avec ton expérience, tes apprentissages et la valeur que tu peux apporter à l'instant T, au maximum de tes compétences dans finalement des organisations qui cherchent surtout à changer, normalement en tout cas, au-delà de déployer des choses. Et en fait, c'est une complexité qui est représentée par toutes les personnes qui sont recrutées aussi. C'est ça la beauté de la chose. Et j'ai l'impression que ça va de plus en plus dans cette direction-là, parce qu'il y a tellement de concurrence que à force de recruter des robots, on ne sait plus faire la différence entre qui peut nous aider, qui peut ne pas nous aider, avec tous les gens qui sortent tous leurs badges ou qui sortent tous les buzzwords qui existent. En fait, la personne avec qui tu as envie de travailler, c'est la personne. C'est pour ça qu'on dit souvent c'est le feeling, etc. Mais le feeling est pas si intangible que ça, en vrai. Quand on commence à converser avec les personnes, c'est qu'est-ce qui se passe? Est-ce que quand j'ai une conversation avec la personne, je sens que je me connecte de cœur à cœur? Est-ce que j'aurais envie de prendre un café avec elle, voire un déjeuner avec elle pour discuter du travail, mais aussi un peu à côté? Est-ce que la personne, quand elle me parle, j'ai l'impression qu'elle sait de quoi elle parle, à minima en tout cas, ou est-ce qu'elle essaie de m'enfumer? Parce que si elle essaie de m'enfumer, c'est déjà une manière de montrer à quoi ça pourrait ressembler de travailler dans ton quotidien avec cette personne-là. Et donc c'est pour ça que moi, en tout cas en entretien, ce que je fais au maximum et ce que j'invite les autres à faire, c'est que c'est pas un combat de coq. Au contraire, c'est comment est-ce que tu peux faire expérimenter aux gens ce que c'est que de travailler avec toi. Comme ça, au moins, tu n'as pas à sortir de ta zone de confort de devenir une vendeuse, un vendeur, tu vois. Mais au contraire, tu rentres dans ta zone de confort qui est normalement de faire ton métier. C'est le gros avantage qu'on a dans le monde de l'accompagnement, parce que normalement, le cœur de notre métier, c'est justement de créer cette relation-là. Si on n'arrive pas à le faire, c'est un indicateur qui te permet de faire des choix. Tu vois, j'écoutais Zoe Chance, je sais pas, c'est une docteure aux États-Unis, et en fait, elle travaille sur tout ce qui est persuasion et pouvoir d'influence, en fait. Et je trouve ça intéressant parce qu'elle a mis en place une classe spécifique, ouverte, pour que cette science, on va dire ça comme ça, soit dispensée non plus qu'à ceux qui font des MBA dans la finance, mais à tout à chacun, pour vraiment voir comment ils peuvent bouger leur vie, comment ils peuvent aller influencer, mais de façon positive, les autres pour essayer justement d'amorcer quelque chose de cool en fait. Et elle parlait d'Obama en disant mais qu'est-ce qu'il a de particulier? C'est quoi le fameux leadership d'Obama? Et en fait, des personnes qui l'ont rencontré à plusieurs reprises disaient c'est pas compliqué. Quand j'ai un problème, il m'écoute vraiment. L'écoute active de la personne, le temps qu'elle va accorder, alors que elle pourrait très bien être ailleurs, elle pourrait faire autre chose, mais non. Les gens sortent, ils prennent du temps, ils discutent ensemble, c'est profond, il en ressort quelque chose. Et c'est ça en fait, c'est l'authenticité du moment qui est en train de se produire entre deux personnes qui fait que c'est ça le leadership, la magie, l'influence. Ils s'influencent l'un l'autre à ce moment-là. C'est la capacité à créer cette relation-là qui injecte naturellement sur le cours de l'aventure humaine de chacune des personnes une autre histoire. C'est ça. Et c'est ce moment où tu croises l'autre
il y a une sorte de fusion d'esprit, j'ai envie de dire ça comme ça, qui fait que ce moment-là changera, peut-être pas à tout jamais, tu vois, mais ça a un impact et ça peut modifier ton fonctionnement et les choix que tu vas faire à l'avenir. Donc, regardez Zoé Chance. Comment tu écris son nom? Chance, comme de la chance. Ah, Chance, ok. Voilà. Elle a un nom quand même. Voilà. Et non, je trouve que c'est intéressant. Okay. Et écoutez Albert Moukébert, qui est un docteur du coup en psychologie cognitive et neurosciences et qui vulgarise extrêmement bien le fonctionnement du cerveau et détruit les neuromythes qu'on entend en permanence, dont la fameuse notion de multitâche et homme-femme. Voilà. Ok. Sur ces mots de curiosité que tu nous donnes, je te propose qu'on bascule sur la deuxième phase du podcast dont je t'avais évoqué. Parce que sinon, on pourrait encore reparler pendant très longtemps. Mais merci beaucoup. C'était vraiment super. Alors, comme je te l'expliquais, dans cette deuxième partie, j'ai des cartes à côté de moi que j'ai présélectionnées et que tu avais très envie de voir tout à l'heure. Mais voilà, ça va arriver. Et donc, il y a 2 paquets de cartes en face de moi, comme tu le vois. 2 paquets de cartes où, grosso modo, il y a des cartes qui sont plus sur le passé, l'année passée, comme ça c'est le plus facile, et d'autres qui seront plus sur le futur. Ok ? Donc, il n'y en a pas 50 000. Ce que je vais te proposer, c'est d'en sélectionner une, celle que tu veux. J'ai le droit de toutes les regarder? Non. Au hasard. Non, tu ne les triches pas. Ok. Dans un premier temps, tu en prends une, voilà. Ok. Tu la retournes, donc tu la lis, et ensuite je t'invite à y répondre. C'est très large, hein. Sachant ce que tu sais maintenant, qu'aurais-tu fait différemment? Je pense que j'aurais davantage fait attention aux préjugés que je peux porter rapidement. Et qui finalement, comme on le disait au début, c'est un biais que je trouve malheureux et il faut laisser la chance au produit. Et donc, je ne dois pas me fier à mes premières impressions. Ça m'aurait été vraiment utile si j'avais appliqué, parce que je pense qu'on le sait, mais on ne l'applique pas plus tôt. Et ça, je pense que c'est important parce que il y a une dynamique d'équipe ou une dynamique même autour de soi-même quand on renvoie quelque chose de négatif qui c'est pas porteur en fait, ça donne une mauvaise image de l'autre, ça donne une mauvaise image de soi parce qu'on n'a pas envie d'être avec une personne qui va nous critiquer finalement et qui est trop dure avec nous. Donc on a un pouvoir d'influence quoi qu'il arrive, ouais. qu'on ne fasse pas quelque chose, et donc les personnes qui se taisent tout le temps par exemple se rendent pas compte qu'elles sont en train de générer quand même quelque chose. Ouais, et tu vois, on parlait de discipline tout à l'heure. Je pense que c'est un énorme travail pour moi aujourd'hui d'être dans cette dynamique-là, de faire attention à ça, de faire donc attention à ce biais de préjugés. Oui, ce biais de préjugés de non, j'ai pas toujours raison. Mais je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes, mais en tout cas. Tu sais que cette phrase a été enregistrée. Hein. Oui. Non, mais je le sais. En fait, c'est ce qui est absolument horrible, c'est de savoir que t'es en train de te planter, que tu peux te planter tout le temps, mais non, tu vas quand même y aller. Et d'avoir cette capacité quand même de pouvoir le dire et le vivre avec sourire. Oui. Ça, ce serait top. Ouais. Merci, c'est super. Ce que je vais te proposer de faire, alors en vrai, il reste plus beaucoup de cartes, mais si tu vas en sélectionner 2 dans ce qui reste, tu vas lire les 2 et tu décides à laquelle tu es OK de répondre. Donc t'en prends que 2, il y en a 3, mais sélectionne-en 2. Attends, laisse-moi les lire au moins. Bon, t'en as sélectionné 3, alors vas-y, c'est pas grave, vas-y. Donc lis les 3. Lis les 3, comme ça au moins les personnes qui écouteront sauront à peu près les questions qu'il y a, et ensuite tu sélectionnes celle que tu veux. Quel est le plus beau compliment que tu aies reçu? Ah, ça c'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup de difficultés. Je me disais aussi, c'est pour ça que je l'ai sélectionné. Je le vis très très mal. Quand on me fait un compliment, je réponds merci. Sache que la question est là. Vas-y, c'est quoi les autres? Quel moment aimerais-tu revivre? Ok. Quelle a été ta meilleure décision? Ok. Quelle est la question que tu veux choisir? Aucun. J'ai pas envie de revivre un moment. Enlève cette question-là, il t'en reste 2. Donc là, les personnes ne le voient pas, mais elle est en train de regarder avec, je ne sais pas... Avec désespoir. La question du compliment. Ouais. Je ne sais pas quel a été le plus beau compliment que j'ai reçu. Peut-être que je peux avoir une bonne analyse des personnes et que c'est agréable de travailler avec moi. Bravo. Voilà. C'est super. Je pense que c'est... Ouais. Voilà. Restons sur celle-là, c'est très bien.
tu vois. Et tu veux répondre quand même à la prochaine? Vas-y, hein. Si t'es lancé, t'es lancé, hein. Quelle a été la meilleure décision? Ma meilleure décision dans quoi? C'est trop large, ça. Eh ben ouais. Ma meilleure décision? Avoir ma webcam allumée tous les jours, à chaque fois que je rencontre des gens Voilà. sur Teams, en réunion. Et qu'est-ce que ça change? C'est de la connexion. Tu vois l'autre, tu vis l'autre. Il y a tout un tas de choses que tu connais l'autre aussi, davantage. Et donc, tu partages plus. C'est marrant parce qu'on en parlait hier soir, mais dans l'équipe dans laquelle je suis, on m'a demandé, mais pourquoi tu tiens absolument à ce qu'on mette la caméra tout le temps? Tu veux vérifier qu'on est lavé et habillé? Non. Je m'en fous. C'est exactement ça. Non, mais est-ce que du coup tu as un problème avec le fait de t'habiller et de te laver? C'est une autre discussion en tout cas. Voilà. Non, c'est vraiment ce besoin de se connecter avec l'autre, de voir l'autre. Le visage renvoie énormément d'informations que seule la voix, tu ne l'as pas quand tu as uniquement la voix. Et la posture est essentielle pour créer, tu vois, ce lien, quoi. Donc, mettez vos caméras, s'il vous plaît. Arrêtez. Et même si vous avez du mal avec l'image que vous renvoyez, sachez que les autres, eux, ils ont besoin de vous voir. Voilà, pensez super. aux autres. Merci, super message. Ce que je te propose, c'est qu'on en fasse une petite dernière. Ok. Petite dernière, mais dans ce paquet que tu es en train de regarder avec beaucoup d'attention. Donc, je vais te laisser mélanger les cartes. Ouais. Et dans ce paquet-là, tu vas m'en tirer 2 ou 3. Et c'est moi qui choisis la question. Ok. Ça te va? Ouais. Vas-y, on choisit. 2. T'en choisis 2? 2, c'est bon. Allez, très bien. 2. Donc je vais les prendre. Donc je vais d'abord les lire et puis ensuite je vais en choisir une. Il n'y a pas beaucoup de magie dans ce tour. Hein. Moi, je m'attendais à ce que... Désolé, j'ai pas un lapin à côté. Alors, première question, c'est... Donc je vais en choisir qu'une des deux. Hein. Mm-hmm. D'accord? À quoi souhaites-tu consacrer moins de temps l'année prochaine? Ok. Mm-hmm. Et la deuxième, qui est plus large, mais je sais pas si c'est plus facile, mais plus large. Quel est ton plus grand souhait pour l'année prochaine? À quoi souhaites-tu consacrer moins de temps l'année prochaine? Dis-moi. C'est rien du tout. Je sais pas, moins de temps. La relation au temps, elle est pas trop compliquée pour moi. J'aime faire du sport, j'aime prendre soin de moi, j'aime lire, je vais travailler. C'est plutôt là où j'aimerais mettre plus de temps, investir plus de temps. C'est plutôt ça. Tu veux changer la question, c'est ça? Ouais, c'est possible ou pas? Vas-y, bien sûr. Je pense dans le fait de faire des conférences, peut-être. Tu en as déjà fait une d'ailleurs. Oui, mais c'était, tu vois, je m'étais donné ça comme défi en me disant, allez, savoir-faire, faire savoir, voilà. Super, en tout cas, c'est un bel objectif que tu dis à haute voix. Oui. Et donc, encouragez Vanessa. Non, mais sans blague, je pense que c'est... Et tu le disais d'ailleurs, il y a plein de gens qui parlent, qui prennent la parole et qui ont des tas de choses à dire, plus ou moins, selon moi, intéressantes. Pourquoi pas moi, en fait? Je pense que ma voix, elle est tout aussi audible que beaucoup d'autres. Donc, et c'est important de prendre sa place. Ouais, partager. Du coup, c'est créer ta légende. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux créer ma légende. Voilà. Super, ce sera une belle phrase en tout cas pour terminer tout ça. Mais c'est là où je te rejoins, en tout cas pour la prise de parole. Ouais. C'est que on le voit dans les conférences, c'est très hétérogène. Tout dépend aussi de ce qu'on s'attend à voir, ce qu'on vient rechercher, etc. Mais je pense que ce soit en conférence où c'est vraiment live, où tu t'exprimes vraiment à ta voix, ou sur les réseaux, où c'est à l'écrit, de manière plus asynchrone, je pense que c'est important d'exprimer justement les choses que toi tu penses. Tout simplement parce que tu vas attirer à toi les personnes qui pensent grosso modo les mêmes choses, potentiellement repousser les gens qui pensent pas les mêmes choses, et au moins te créer l'environnement qui t'est aussi le plus positif pour toi. Mais tu vois, moi, ce qui m'intéresse, c'est de rencontrer plutôt des gens qui sont pas d'accord avec moi et de prendre le temps de comprendre pourquoi ils sont pas d'accord avec moi. Et en vrai, ça a été un vrai boulot quand j'ai commencé à parler du sujet des biais où j'avais beaucoup de personnes qui étaient très agressives. Et j'ai pris des moments, du coup, par Teams pour les rencontrer, ces gens-là, pour comprendre pourquoi, en fait, je les avais heurtés et pourquoi ils étaient aussi remontés, alors que j'avais quasiment rien dit. Ça a été intéressant de voir pourquoi ils avaient cette vision-là. Et j'ai fait attention à ça quand j'ai construit la conférence, en me disant, OK, ça, je sais que c'est touchy, donc il faut vraiment y aller avec beaucoup de pincettes, quoi. Et c'est pour ça que, du coup, le fait de t'exprimer, oui. Au moins, même si effectivement ça t'intéresse plus de voir les gens qui sont pas d'accord avec toi, oui. Si tu exprimes des choses, tu peux avoir les deux côtés. Oui, et donc, au moins, tu peux les identifier et après, tu peux aller les chercher. Ouais.
Par contre, si tu ne dis rien, ce qui n'est pas visible n'existe pas. C'est ça. Et donc, ce serait tellement dommage de ne pas apporter au monde une petite touche de chocolat. Ouais, c'est ça. Une touche de rousseur agiliste c'est ça. Capillairement instable. Oui, c'est sûr. En tout cas, merci beaucoup Vanessa. Merci à toi. C'est très sympa. Si des personnes veulent continuer la papote avec toi, comment est-ce qu'elles peuvent te contacter? Sur LinkedIn, déjà, n'hésitez pas. Et là, c'est là où je donne ton numéro pour que, du coup, tu passes secrétaire. Non, par contre, est-ce que tu peux potentiellement épeler ton nom? Alors, mon nom, STCHOGOLE2F. Super. Et comme ça, le premier challenge des personnes, ça va être de prononcer ton nom. Voilà, prononcer mon nom et déjà essayer de le retrouver. C'est ça. Bon, vous avez quand même pas mal d'infos pour retrouver la bonne personne. Je pense qu'il n'y en aura pas des 10 000, donc venez si vous avez des questions, si vous voulez échanger, si je suis disponible. Voilà. Super. Merci pour tout. Merci à toi. C'est très sympa. Et puis, à la prochaine. Ouais. Salut. Ciao.